Je vous ai déjà dit que vous n'avez rien à faire ici. La police est en route pour vous expulser, vous et votre bazar. C'est une propriété privée. L'enregistrement de l'incident 812C, daté du 14 octobre, documente une interaction qui a débuté comme une simple méprise et s'est terminée par la ruine complète et documentée d'une vie. Le lieu est la résidence privée Le Domaine de Saint-James, une enclave fortunée de Neuilly-sur-Seine où le prix moyen d'une propriété dépasse les 3 millions d'euros. Le conflit a été initié par Sylvie Dubois, présidente du conseil syndical, à l'encontre de Jean-Luc Moreau, un homme noir de 40 ans, supervisant un déménagement. L'hypothèse de Madame Dubois, fondée sur un préjugé racial non dissimulé, était que Monsieur Moreau était un employé ou un intrus. La réalité, cependant, était bien différente. Monsieur Moreau était non seulement le nouveau propriétaire de la résidence, évalué à 3,5 millions d'euros, mais également le nouveau préfet de police de la ville. Les conséquences de cet échange, qui a duré moins de 20 minutes, furent cataclysmiques pour l'antagoniste. Elles incluent une destitution immédiate de ses fonctions au sein du conseil syndical, une action en justice civile se soldant par un accord de 50 000 euros et des poursuites pénales pour dénonciation calomnieuse et discrimination appuyées par les enregistrements irréfutables des caméras de surveillance de la résidence et des caméras piétons des agents intervenus. Ce qui suit est la transcription chronologique et factuelle de la manière dont un seul acte d'arrogance a conduit à un effondrement financier, social et juridique total. La matinée avait pourtant commencé dans le calme le plus ordinaire. À 9h17, le soleil d'automne filtrait à travers les platanes parfaitement alignés de l'avenue principale du domaine. L'air était vif, empreint de l'odeur de l'herbe fraîchement coupée par les jardiniers du syndicat. Jean-Luc Moreau se tenait sur le trottoir devant sa nouvelle demeure, une bâtisse moderne en pierre de taille et en verre, dont l'architecture minimaliste contrastait avec les hôtels particuliers plus traditionnels qui l'entouraient. Vêtu d'un simple polo bleu marine et d'un pantalon chino beige, il ne portait aucun signe extérieur de son rang ou de sa profession. Il tenait une tablette sur laquelle défilait l'inventaire détaillé de ses biens, vérifiant chaque carton et chaque meuble déchargé du camion de déménagement avec une précision méthodique. Son calme et son attention aux détails étaient les mêmes qualités qui avaient défini sa carrière fulgurante, le propulsant des quartiers difficiles où il avait grandi jusqu'aux plus hautes sphères de l'administration policière. Il échangeait quelques mots avec le chef d'équipe des déménageurs, sa voix de baryton posée et respectueuse, donnant des instructions claires pour la manipulation d'une caisse contenant une collection de premières éditions littéraires. Rien dans son attitude ne suggérait la confrontation. Il était simplement un homme prenant possession de sa nouvelle maison, un jalon personnel significatif après des années de service public exigeants. De l'autre côté de la rue, derrière les rideaux en voilage de sa propre maison, Sylvie Dubois observait la scène. Pour elle, la présidence du conseil syndical n'était pas une simple fonction administrative, c'était la défense d'un bastion, la préservation d'une homogénéité sociale et esthétique qu'elle considérait comme sacrée. L'arrivée d'un camion de déménagement était toujours un événement à surveiller, mais celui-ci présentait une anomalie troublante. La vision de cet homme noir, donnant des ordres avec une autorité naturelle, a déclenché en elle une dissonance cognitive immédiate. Dans son esprit, les personnes de couleur qui pénétraient dans le domaine étaient des employés, jardiniers, livreurs, personnel de maison. Un homme noir en position de commandement sur le pas d'une des propriétés les plus chères du quartier ne correspondait pas à sa vision du monde. Le narratif qu'elle s'est construit fut instantané et dépourvu de toute nuance. Il s'agissait d'une erreur, d'une intrusion. Elle a observé pendant plusieurs minutes, son irritation se muant en une certitude indignée. Elle a lissé sa veste, a rajusté son foulard en soie et est sortie de chez elle. Elle traversa la rue non pas avec l'intention de se présenter ou de souhaiter la bienvenue, mais avec la démarche d'une personne s'apprêtant à corriger une infraction. Elle ne savait pas encore que chaque pas la rapprochait d'une confrontation qui n'allait pas seulement ruiner sa journée, mais démanteler pièce par pièce l'intégralité de sa vie. Sylvie Dubois s'approcha de Jean-Luc Moreau avec la certitude d'une autorité incontestée. La caméra de surveillance du portail principal, référence 812C1, enregistra son arrivée à 9h23 et 14 secondes. Sa posture était rigide, son menton relevé, un pli de dédain marquant le coin de ses lèvres. Elle ne s'arrêta pas à une distance respectueuse, mais pénétra dans l'espace personnel de Jean-Luc, l'obligeant à faire un pas en arrière pour maintenir une conversation civile. Sa première phrase ne fut pas une question, mais une injonction. « Excusez-moi, dit-elle, son ton dépourvu de toute excuse. Vous ne pouvez pas bloquer l'accès comme ça. Où est votre responsable ?» Jean-Luc, qui supervisait le placement délicat d'un piano à queue sur un chariot hydraulique, se tourna lentement vers elle. Son visage ne trahissait aucune irritation, seulement une curiosité polie. « Bonjour, madame. Le responsable, c'est moi. »
Sylvie émit un petit rire sec, un son bref et méprisant. « Vous? Ne plaisantons pas. Je veux parler à la personne en charge de ce chantier. Je suis la présidente du conseil syndical. » Jean-Luc maintint son regard calme. « Je comprends. Et je vous répète que je suis la personne en charge. Je suis le nouveau propriétaire de cette maison. » La déclaration flotta dans l'air, simple, factuelle. Pour Sylvie, ce fut comme une dissonance cognitive, une information que son cerveau refusait de traiter. Les images de la caméra montrent son visage passer de l'agacement à l'incrédulité la plus totale. « Vous, propriétaire? Ici ?» Son regard balaya Jean-Luc de haut en bas, s'attardant sur son polo, son pantalon chino et s'arrêtant sur la couleur de sa peau. C'était un inventaire non pas de sa tenue, mais de sa légitimité perçue. « Je connais tous les résidents et le standing de ce domaine. Vous ne correspondez pas au profil. » La phrase était chargée d'un sous-entendu si lourd qu'il en devenait explicite. Jean-Luc ne scia pas. Il n'offrit aucune justification, aucun document. Il la laissa simplement face à son propre préjugé. « Madame, que vous me croyez ou non, ne change rien à la réalité de la situation. Maintenant, si vous voulez bien m'excuser, j'ai un déménagement à superviser. » Sa rationalité était un mur contre lequel la colère irrationnelle de Sylvie venait se briser. Frustrée par son incapacité à le déstabiliser, elle passa à la vitesse supérieure. « Que feriez-vous si vous étiez à la place de Jean-Luc Moreau? Tenteriez-vous de raisonner cette femme plus longtemps ou la laisseriez-vous commettre l'irréparable? Dites-le nous dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir la suite de cette histoire. » Cette tentative de le congédier fut l'étincelle qui allume la mèche. Le visage de Sylvie Dubois vira au rouge. Son sentiment d'impuissance face à cet homme calme et maître de lui-même se mua en une fureur pure. Elle percevait son sang-froid non pas de la discipline, mais comme de l'insolence. « Si vous refusez de vous identifier et de quitter les lieux, je serai contrainte d'appeler la police pour intrusion sur une propriété privée, » menaça-t-elle, sa voix montant d'une octave. Jean-Luc croisa les bras. Son langage corporel restait ouvert, non menaçant, mais sa posture indiquait qu'il ne reculerait pas. « Faites, je vous en prie, » répondit-il d'une voix égale. « Assurez-vous simplement de leur donner une description précise de la situation. » Cette réplique, dénuée de toute agressivité, la poussa par-dessus bord. Elle y vit une provocation intolérable. Elle sortit son téléphone de son sac à main, ses doigts tremblant légèrement de rage. Le rapport officiel de l'intervention policière notera plus tard que c'est à cet instant précis, à 9h27, que l'incident est passé d'un simple litige de voisinage à un acte délictueux documenté. Sylvie Dubois était convaincue d'agir pour le bien de la communauté, de protéger son enclave contre un élément qu'elle jugeait indésirable. Elle ne réalisait pas que chaque mot qu'elle s'apprêtait à prononcer au répartiteur du 17 allait être consigné, analysé et utilisé contre elle. Elle ne voyait pas Jean-Luc Moreau comme un citoyen ou un propriétaire, mais comme un problème à éliminer. Pour lui, cependant, chaque seconde qui passait était une confirmation de la nécessité de sa propre carrière. Il observait la scène non pas comme une victime, mais comme un professionnel analysant une défaillance du système social. Il voyait une femme s'enfermer elle-même dans un piège juridique, armée de rien d'autre que de sa propre arrogance. Elle composa le numéro, portant le téléphone à son oreille avec un regard triomphant dirigé vers Jean-Luc. Elle pensait jouer sa carte maîtresse, ignorant que la partie était déjà terminée et qu'elle venait de perdre bien plus qu'une simple dispute. Elle s'apprêtait à déclencher une procédure qui ne lui coûterait pas seulement sa fierté, mais qui allait méthodiquement démanteler son existence. L'enregistrement audio de l'appel au service d'urgence, hora daté à 9h28, constitue la pièce à conviction centrale du dossier 812C. La voix de Sylvie Dubois, bien que tremblante de fureur, est claire et délibérée. Elle ne rapporte pas un doute, elle affirme une certitude. Elle décrit un individu suspect, un homme agressif et menaçant, qui a pénétré l'enceinte de la résidence et refuse de s'identifier ou de quitter les lieux. Chaque mot est une fabrication, une construction narrative conçue pour obtenir une réponse policière rapide et décisive. Elle omet délibérément la partie où Jean-Luc Moreau a calmement affirmé être le propriétaire. Elle omet sa propre provocation. Dans sa version des faits, elle est la gardienne vigilante et lui est l'intrus dangereux. Pendant les 4 minutes et 12 secondes que dure l'appel, Jean-Luc reste parfaitement immobile, les bras croisés, à une distance respectueuse. Il est le témoin silencieux de sa propre diffamation. La caméra de surveillance, positionnée au-dessus du portail, capture la scène dans un plan large et impartial. On y voit Sylvie Dubois, le téléphone collé à l'oreille, gesticulant avec indignement vers un homme qui ne bouge pas. La juxtaposition des deux comportements est accablante. Son agitation contraste violemment avec son calme. Le narrateur omniscient sait que Jean-Luc n'est pas passif, il est stratégique. Il comprend parfaitement la dynamique en jeu.
Chaque seconde où il ne réagit pas, chaque insulte qu'il absorbe sans broncher, est une seconde de plus où Sylvie Dubois s'enfonce, construisant elle-même le dossier qui la détruira. Il n'a pas besoin de se défendre, car les faits, enregistrés par des systèmes électroniques impartiaux, le feront pour lui. Il laisse le préjugé de son antagoniste s'exprimer pleinement, se documenter de manière irréfutable. Il sait que la procédure qu'elle vient de déclencher ne se terminera pas par son expulsion, mais par sa propre mise en examen. C'est un jeu d'échecs, et elle vient de sacrifier sa reine en pensant mettre son roi en échec. Elle termine l'appel avec une assurance triomphale, rangeant son téléphone dans son sac comme si elle venait de remporter une victoire décisive. « Ils arrivent », lança-t-elle, un sourire suffisant aux lèvres. « On verra bien qui a raison. » L'appel était terminé. La procédure était officiellement enclenchée. La police était en route. L'arrivée du véhicule de police, un Peugeot 5008 banalisé mais équipé de feux discrets, se fit sans sirène, avec une efficacité silencieuse qui contrastait avec le drame que Sylvie Dubois avait tenté de créer. Elle se redressa, un sourire de triomphe à peine dissimulé étirant ses lèvres. La validation de son autorité était en marche. 2 fonctionnaires en uniforme descendirent du véhicule. Le plus âgé, l'agent Martin, un homme d'une 50aine d'années au visage buriné par l'expérience, et sa partenaire plus jeune, l'agent Petit. Conformément au protocole standard pour toute intervention sur la voie publique, leur caméra piéton était déjà activée, 2 petits yeux cyclopéens enregistrant chaque détail pour la postérité et pour le dossier. Sylvie s'avança vers eux comme une hôtesse accueillant des invités de marque. « Bonjour messieurs, je suis Madame Dubois, la présidente du syndicat, c'est moi qui vous ai appelé. » « L'individu est juste là, dit-elle en désignant Jean-Luc d'un geste théâtral. Il refuse de s'identifier et de quitter les lieux. L'agent Martin lui adressa un bref signe de tête, son regard balayant déjà la scène avec une évaluation rapide et professionnelle. Il nota le camion de déménagement, les cartons, l'homme calme qui se tenait à l'écart et la femme agitée qui leur parlait. Son expérience lui disait que la version des faits qu'on lui présentait était rarement complète. Il s'approcha de Jean-Luc Moreau, maintenant une distance respectueuse. « Monsieur, bonjour, agent Martin, police nationale. Nous avons reçu un appel concernant une possible intrusion. Pourriez-vous nous présenter une pièce d'identité, s'il vous plaît ?» Sa voix était neutre, dénuée de tout jugement, le ton standard d'une procédure de vérification. Ce fut le moment catalyseur, le pivot sur lequel toute la dynamique allait basculer. Jean-Luc ne répondit pas immédiatement. Lentement, sans aucune précipitation, il glissa sa main dans la poche arrière de son pantalon et en sortit un portefeuille en cuir noir. Sylvie observait, le cœur battant d'anticipation, s'attendant d'avoir une carte de séjour ou un permis de conduire qui confirmerait ses soupçons. Mais ce que Jean-Luc sortit du portefeuille n'était ni l'un ni l'autre. C'était une carte de service officielle. Il la tendit à l'agent Martin. L'enregistrement de la caméra piéton, pièce à conviction C, capture ce moment avec une clarté clinique. La mise au point de la caméra se fait sur la carte. On y voit la photographie d'identité de Jean-Luc Moreau, impeccable. À côté, le liseré tricolore, symbole de l'État. Et en dessous, en lettres capitales, un titre qui fit s'arrêter le temps. Préfet de police. Le silence qui suivit ne dura qu'une seconde, mais il fut dense, lourd de conséquences. La posture de l'agent Martin changea instantanément. Ses épaules se redressèrent, son expression neutre fut remplacée par une stupeur respectueuse. Il leva les yeux de la carte vers le visage de Jean-Luc, comme pour s'assurer qu'il ne rêvait pas. « Monsieur le préfet » balbutia-t-il, sa voix ayant perdu toute son assurance procédurale. Jean-Luc inclina légèrement la tête. « Moreau, Jean-Luc Moreau. Et ceci est ma nouvelle résidence, je suis en plein déménagement. » La confirmation, livrée avec le même calme imperturbable qu'il avait maintenu depuis le début, fut comme un coup de tonnerre en le ciel clair de cette matinée d'automne. L'agent Martin, reprenant ses esprits, se mit presque au garde-à-vous et rendit la carte comme s'il s'agissait d'un objet sacré. L'agent Petit, ayant tout vu, écarquilla les yeux, comprenant l'ampleur de l'erreur monumentale qui venait d'être commise. De son côté, Sylvie Dubois sentit le sol se dérober sous ses pieds. Son sourire triomphant s'était figé, puis s'était effondré, laissant place à une incrédulité blafarde. La réalité venait de percuter son récit de préjugés avec la force d'un train de marchandises. Elle regarda les policiers, puis Jean-Luc, son esprit refusant de connecter les points. L'homme qu'elle avait traité d'intrus, de menace, n'était pas seulement son nouveau voisin, il était le plus haut gradé de la police de toute la ville. L'enquête venait de trouver son véritable sujet, et ce n'était plus Jean-Luc Moreau. La révélation de l'identité est le point de bascule. Décrivez le sentiment cathartique que vous avez ressenti à cet instant précis.
Abonnez-vous et aimez cette vidéo pour découvrir comment Sylvie Dubois paiera le prix fort pour son arrogance. L'enregistrement de la caméra piéton de l'agent Martin, pièce à conviction C, documente ce qui se passe ensuite avec une précision implacable. Le visage de Sylvie Dubois se décompose en une série de micro-expressions. L'incrédulité d'abord, puis une lueur de panique dans ses yeux, rapidement remplacée par une vague de fureur indignée. La réalité, en contradiction flagrante avec son récit, était inacceptable pour elle. Plutôt que de battre en retraite, elle choisit de s'enfoncer davantage, doublant la mise dans une tentative désespérée de reprendre le contrôle. « C'est un faux !» hurla-t-elle, sa voix devenant stridente, perçant le calme matinal. « Vous ne voyez pas que c'est une fausse carte, il usurpe une identité, et vous tombez dans le panneau !» Elle se tourna vers les deux policiers, son doigt accusateur passant de Jean-Luc à eux. « Vous êtes incompétents, je vais appeler l'inspection générale. » C'était l'erreur fatale, la transgression d'une ligne invisible mais cruciale. En accusant publiquement des fonctionnaires assermentés de complicité dans un délit et en les menaçant, elle venait de transformer une plainte civile potentielle en une affaire pénale la visant directement. L'agent Martin, dont le visage s'était durci, fit un pas en arrière, créant une distance non plus de respect, mais de procédure. « Madame, je vais vous demander de garder votre calme. » L'agent Petit, comprenant que la situation venait d'escaloder au-delà d'une simple vérification, avait déjà porté sa radio à sa bouche. Conformément au protocole en vigueur pour tout incident impliquant un haut fonctionnaire ou des accusations graves portées contre des agents en service, elle contacta son supérieur direct. La transcription radio est laconique. Demande de présence d'un officier supérieur sur les lieux. Incident 812C. Implication d'un membre de la préfecture. Accusation d'usurpation et d'outrage. Le silence qui suivit fut électrique. Les déménageurs, qui avaient cessé toute activité, observaient la scène depuis le camion, devenus les spectateurs involontaires d'un drame social. De l'autre côté de la rue, un rideau fut discrètement écarté. La sphère privée de l'altercation venait d'éclater pour devenir un spectacle public. Jean-Luc Moreau, lui, n'avait pas bougé. Il restait le centre calme de la tempête qu'il n'avait pas créée, mais qu'il laissait se déchaîner. Il observait Sylvie Dubois non plus comme un antagoniste, mais comme un cas d'étude, une démonstration vivante des fractures sociales qu'il avait passé sa carrière à combattre. Chaque insulte qu'elle proférait, chaque accusation sans fondement était une brique de plus à l'édifice de sa propre chute, le tout méticuleusement enregistré par 3 caméras distinctes. 3 minutes plus tard, un second véhicule de police, une berline plus imposante, arriva et se gara derrière la première voiture. Le capitaine Durand en descendit. C'était un homme d'une 50aine d'années dont la carrure et le regard aiguisé imposaient une autorité naturelle. Son uniforme était impeccable. Il balaya la scène d'un coup d'œil expert. Ses 2 agents, la femme visiblement hystérique, le camion de déménagement et l'homme en civil qui se tenait à l'écart. Ses yeux se posèrent sur Jean-Luc Moreau et une lueur de reconnaissance immédiate passa sur son visage. Il s'avança d'un pas rapide, non pas vers ses subordonnés, mais directement vers Jean-Luc. Arrivé à sa hauteur, il se mit instinctivement au garde-à-vous, un geste de respect hiérarchique qui ne laissait place à aucune ambiguïté. « Monsieur le préfet », dit-il, sa voix forte et claire résonnant dans la rue silencieuse. « Un problème sur votre emménagement ?» Cette simple phrase, cette reconnaissance publique et formelle par une autorité supérieure fut le coup de grâce. C'était la validation externe irréfutable qui anéantissait le dernier lambeau du récit de Sylvie Dubois. La caméra piéton de l'agent Martin, toujours pointée vers elle, zooma légèrement sur son visage. La couleur quitta ses joues, la laissant d'une pâleur cadavrique. Sa bouche s'ouvrit et se referma sans qu'aucun son n'en sorte. L'agent Martin fit un rapport bref et factuel au capitaine, mentionnant l'appel initial pour intrusion et les accusations ultérieures d'usurpation d'identité et d'outrage. Le capitaine Durand écouta sans interrompre, son regard ne quittant pas Sylvie. Quand son agent eut terminé, il se tourna lentement vers elle. Son expression n'avait plus rien de conciliant. C'était le visage de la loi, froid et impersonnel. « Madame Dubois, commença-t-il, d'un ton qui ne tolérait aucune discussion. En vertu des articles 226-10 du Code pénal concernant la dénonciation calomnieuse et des articles 225-1 et suivants relatifs à la discrimination, je vous informe que vous faites désormais l'objet d'une enquête officielle. Vos déclarations ont été enregistrées. Tout ce que vous direz à partir de maintenant pourra être retenu contre vous. Veuillez nous remettre votre pièce d'identité et rester à notre disposition. » L'humiliation était totale. Elle n'était plus la présidente du syndicat, la gardienne de l'ordre, mais une suspecte dans une affaire pénale qu'elle avait elle-même initiée. Elle se tenait là,
Anéanti sous le regard des policiers, des déménageurs et de ses voisins invisibles, une statue de son propre désastre, ignorant que le rapport que le capitaine Durand s'apprêtait à rédiger ne serait que la première page d'un long et coûteux épilogue judiciaire. L'effondrement de Sylvie Dubois ne fut pas un événement unique et spectaculaire, mais une démolition méthodique, une série de conséquences en cascade dont chaque maillon était forgé par les preuves qu'elle avait elle-même contribué à créer. La première vague fut administrative et quasi immédiate. Le rapport circonstancié du capitaine Durand, incluant les transcriptions des enregistrements audio et les vidéos des caméras piétons, fut transmis au procureur de la République ainsi qu'au gestionnaire professionnel du syndicat de copropriété. Moins de 72 heures après l'incident, une convocation pour une assemblée générale extraordinaire fut envoyée à tous les copropriétaires du domaine de St. James. L'unique point à l'ordre du jour était la révocation du mandat de la présidente du conseil syndical pour faute grave et comportement préjudiciable à la réputation de la résidence. La réunion, tenue dans une salle louée pour l'occasion, fut brève et glaciale. Les extraits les plus accablants des enregistrements vidéo furent projetés sur un grand écran. On y voyait Sylvie Dubois, non pas comme la gardienne de leur tranquillité, mais comme une femme haineuse et hors de contrôle, accusant à tort un homme dont le calme ne faisait que souligner sa propre irrationalité. Nul n'osa prendre sa défense. Le vote fut sans appel. Sur les 48 copropriétaires présents ou représentés, 47 votèrent pour sa destitution immédiate. Le seul vote contre fut le sien. Avec ce vote, elle ne perdit pas seulement son titre et son pouvoir, mais également l'indemnité mensuelle de 1 500 € attachée à sa fonction, une somme qui, bien que modeste, représentait un premier impact financier tangible. Sur le plan financier, le calcul fut encore plus brutal. L'avocat de Jean-Luc Moreau, agissant en son nom, déposa une plainte au civil pour atteinte à l'honneur, discrimination et dénonciation calomnieuse. Face à la montagne de preuves irréfutables, l'avocat de Sylvie Dubois lui conseilla vivement d'éviter un procès public qui aurait transformé une affaire locale en un scandale national. Une négociation à l'amiable fut entamée. L'accord final, consigné dans un protocole transactionnel, se chiffra à 50 000 €. Ce montant, bien que conséquent, fut structuré de manière à infliger une leçon précise. 35 000 € furent versés à titre de dommages et intérêts à M. Moreau, qui, dans un geste public et documenté, fit immédiatement don de l'intégralité de la somme à une fondation œuvrant pour l'égalité des chances dans les quartiers prioritaires. Les 15 000 € restants servirent à couvrir l'intégralité de ses frais de justice. La sanction était donc purement punitive. Elle ne servait pas à enrichir la victime, mais à quantifier le coût de l'offense. L'assurance en responsabilité civile du syndicat de copropriété refusa de couvrir la part de Sylvie, arguant d'une faute intentionnelle et personnelle, laissant seule face à une dette qui anéantissait une part substantielle de ses économies. Mais la sanction la plus insidieuse, la plus dévastatrice, fut sociale. La nouvelle de l'incident se répandit comme une traînée de poudre dans le microcosme feutré du domaine. Les mêmes voisins qui la saluaient avec déférence détournaient désormais le regard. Les invitations au dîner et au cocktail se tarirent. Elle devint un paria dans la communauté qu'elle avait prétendu régir et protéger. Chaque sortie de son domicile était une épreuve, un parcours sous les regards froids et silencieux de ceux qui la jugeaient. Le domaine, autrefois son royaume, était devenu sa prison. La situation devint intenable. 6 mois après l'incident, un panneau « À vendre » fut discrètement apposé devant sa propriété. Elle fut contrainte de vendre, acceptant une offre inférieure de 10% au prix du marché, simplement pour accélérer son départ. Pendant ce temps, Jean-Luc Moreau s'était installé. Il fut rapidement vu courant le matin, saluant poliment ses voisins, participant avec une discrétion appréciée à la vie de la résidence. Sa présence n'était pas celle d'un conquérant, mais celle d'un citoyen respectueux. Son autorité n'avait jamais eu besoin d'être proclamée. Elle émanait naturellement de sa compétence et de son intégrité. La ruine de Sylvie Dubois fut totale, non pas parce qu'un homme puissant avait décidé de la détruire, mais parce qu'elle s'était heurtée à un système qu'il représentait. Un système où les faits, une fois documentés, ont plus de poids que les préjugés. Le dossier 812C fut finalement classé. Pour Jean-Luc Moreau, ce n'était qu'un incident parmi d'autres dans une longue carrière. Pour Sylvie Dubois, ce fut la fin de tout ce qu'elle avait construit. Le préjugé a-t-il un prix? Dans ce cas précis, le bilan comptable est clair. Une réputation, un statut social, une maison et 50 000 €. Une leçon silencieuse mais brutale, gravée dans les archives d'un rapport de police. Avez-vous déjà été témoin d'une situation où la justice a été si clairement et si complètement rendue? Partagez vos propres histoires dans les commentaires ci-dessous et n'oubliez pas de partager cette vidéo pour que d'autres puissent voir que les actions ont des conséquences bien réelles.